Donc bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents et d'être nombreux pour notre premier webinaire sur le télétravail. Dans le cadre du programme Écomobilité Est Lyonnais porté en partenariat par la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, les clubs d'entreprise Parc du Chêne, AEPAC et Mi-Pleine Entreprise, du coup, on organise une série de 3 webinaires sur la thématique télétravail, dont le premier est aujourd'hui, avec Maître Charlotte Tiltis et Marion Thua, qui nous présenteront le télétravail sous ses aspects juridiques. Pour rappel, on a 2 autres webinaires du coup qui arrivent la semaine prochaine et la semaine suivante. Donc le 25 février, ça sera Sandrine Rabiou de Chlorophylle Coworking et Gérard Auro de Présence Formation qui nous présenteront plutôt le côté sécurité et le coworking, comment faciliter le télétravail et comment être protégé lorsque nous sommes en télétravail. Et notre dernier webinaire sera le 3 mars, animé par Nathalie Grimaud, qui est décoratrice d'intérieur et qui nous parlera un petit peu de l'optimisation de la qualité des espaces de travail. Pour un point un peu plus technique par rapport à ce propre webinaire-là, je vous invite en tout cas à poser vos questions dans le chat et je couperai moi-même la parole, ou en tout cas j'essaierai de glisser mes questions habilement pendant la présentation de Marion et de Charlotte. Et on aura un temps d'échange un peu plus libre à micro ouvert à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau et on essaiera d'y répondre au mieux pour le bon fonctionnement et le bon déroulé du webinaire. Sur ce, bon webinaire à tous et je laisse la parole à Charlotte et Marion. Merci Tanguy. Donc effectivement, avec Charlotte, aujourd'hui, nous allons vous présenter les aspects juridiques du télétravail, donc comment sécuriser sa mise en place dans l'entreprise, ainsi que son exécution. Donc on va commencer par un rappel des textes applicables. Pour savoir que effectivement, initialement, le télétravail a été mis en place dans un cadre européen du 16 juillet 2002 qui va définir et encadrer la pratique du télétravail. Et donc, pour être applicable en France, il a été transposé dans le cadre d'un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 qui avait été signé par le MEDEF, la CPME et l'UPA ainsi que 5 confédérations syndicales représentatives de salariés. Cette année de 2005 donc, va définir le télétravail ainsi que ses modalités. Il va être étendu par un arrêté du 9 juin 2006, de sorte que toutes les entreprises qui vont être adhérentes ou qui vont relever d'une fédération qui est adhérente à l'une des 3 organisations syndicales patronales signataires se voient imposer de respecter les dispositions de l'ANI. Par la suite, pour qu'on ait enfin une base légale, on va dire, du recours au télétravail dans le Code du travail, il va falloir attendre la loi du 22 mars 2012 qui définit le télétravail, mais qui est beaucoup moins précise que l'année du 19 juillet 2005. Donc, il va falloir coupler l'application de la loi avec cette année pour pouvoir recourir au télétravail, sachant que cette année donc, continue à s'appliquer, sauf s'il y a un accord d'entreprise ou de groupe qui peut y déroger dans un sens moins favorable en raison du principe de primauté des accords collectifs. En revanche, en cas de mise en place du télétravail par voie de charte, il faut absolument respecter cette année du 19 juillet 2005. Donc, par la suite, il va y avoir l'ordonnance du 22 septembre 2017 qui va supprimer l'exigence du télétravail régulier. Et donc, on verra par la suite, on pourra recourir au télétravail de façon plus exceptionnelle pour une journée, par exemple, en cas de grève. La loi également du 5 septembre 2018 va modifier le dispositif et le régime du télétravail et notamment va supprimer l'exigence pour recourir au télétravail de mettre en place le télétravail par la voie d'un accord collectif ou d'une charte établie par l'employeur. Très récemment, vous avez l'ANI donc du 26 novembre 2020 donc, qui s'appelle une meilleure mise en œuvre réussie du télétravail qui va modifier une nouvelle fois le régime du télétravail. Alors, vous le verrez, il n'y a pas en soi de grandes nouveautés dans ce que prévoit ce nouvel ANI. On va dire qu'il va plutôt clarifier et simplifier les règles, va les compléter, mais il n'y a pas de création de droits nouveaux. En revanche, il insiste beaucoup sur l'importance du dialogue social et sur la mise en place de dispositifs qui permettent de suivre et de mettre en place des diagnostics pour évaluer
le télétravail. Donc, le télétravail dans le Code du travail est régi aux articles L1222-9 à L1222-11 du télétravail, du Code du travail, pardon. Donc, en termes de définition légale, le télétravail est défini dans le Code à l'article 1222-9 qui prévoit que c'est une modalité d'organisation du travail qui peut être exécutée dans les locaux, mais qui va être effectuée par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les moyens de l'information et de la communication. Donc, à l'analyse de cette définition légale, on peut en déduire que déjà, lorsque le travail se fait exclusivement avec des tâches manuelles à domicile, par exemple les travailleurs à domicile, ne vont pas relever de la législation sur le télétravail, mais vont relever d'une législation spécifique. Ça exclut également toutes les tâches qui, par nature, ne peuvent pas se dérouler dans les locaux de l'entreprise, mais par exemple chez un client ou sur un chantier. Et en fait, on voit qu'en pratique, le télétravail sera notamment difficile à mettre en place lorsqu'il est attaché à certains lieux ou à certaines personnes et donc qui implique de se rendre sur des lieux spécifiques, ce qui peut être le cas, par exemple, qu'on va inspecter, nettoyer ou installer ou réparer des outils ou des machines ou encore qu'on va s'occuper de personnes ou d'animaux. Donc, le télétravail peut être effectué au domicile du salarié, pendulaire ou alterné, c'est-à-dire à moitié au domicile du salarié et également en entreprise, en centre de proximité ou espace coworking, nomade, donc là, ça vise vraiment les salariés itinérants. Et également, le télétravail, donc depuis cette ordonnance du 22 septembre 2017, peut être régulier ou occasionnel, et donc notamment pour mettre en place le télétravail lorsqu'il y a une grève des transports publics ou en raison de la garde d'un enfant malade. Pour mettre en place le télétravail dans l'entreprise, donc vous verrez, il y a 3 modalités qui permettent de mettre en place le télétravail. Tout d'abord, le Code du travail, quand on lit l'article 1222-9 du Code du travail, on voit qu'il y a une primauté qui est donnée à la mise en place via un accord collectif lorsque l'entreprise compte plus de 50 salariés et dispose de délégués syndicaux. Dans ce cadre-là, le comité social et économique n'a pas à être consulté préalablement sur le projet d'accord collectif. En l'absence d'accord collectif ou s'il n'y a pas de délégués syndicaux dans l'entreprise, à ce moment-là, l'employeur peut recourir à la mise en place du télétravail en élaborant une charte qui devra être soumise pour avis au comité social et économique, donc au CSE s'il existe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on met en place ce télétravail par voie d'accord collectif ou par charte, ces 2 modalités ont un contenu obligatoire par rapport aux dispositions qui doivent être prévues. Et notamment, il est impératif que l'accord ou la charte prévoit les conditions de passage au télétravail, les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail, les modalités d'acceptation par le salarié des conditions de mise en place du télétravail, les modalités de contrôle ou de régularisation de la charge de travail du salarié, la détermination des plages horaires au cours desquelles l'employeur pourra habituellement contacter le salarié en télétravail et également les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail. Quand on est dans la voie de l'accord collectif, à côté de ces clauses obligatoires, on va dire vraiment spécifiques au télétravail, il devra également être prévu, comme tout accord collectif, donc la rédaction d'un préambule et toutes les formes et délais des renouvellements de l'accord collectif, des clauses relatives à la dénonciation, à la révision ou encore aux modalités de suivi. Donc, à côté de ce contenu, on va dire obligatoire, il peut y avoir également des clauses plus facultatives qui pourront être prévues dans l'accord ou dans la charte, et notamment les critères déterminant quel poste va être télétravaillable ou pas, sachant que l'année du 26 novembre 2020 rappelle bien sur ce point qu'il appartient à l'employeur de déterminer, et donc ça relève vraiment de son pouvoir de direction, de déterminer quel poste sera télétravaillable ou pas. Donc l'avantage, c'est que ça permet de refuser le recours au télétravail à un salarié qui le demande en s'appuyant sur les dispositions de cet accord ou de cette charte. L'inconvénient, donc ça va être en revanche qu'il y aura moins de souplesse puisque l'employeur devra motiver son refus lorsqu'un salarié demande un recours au télétravail et on va dire que son activité on peut recourir au télétravail au regard de son activité ou de son poste. Et également, il appartiendra donc à l'employeur de vraiment déterminer pour chaque fonction quelles missions sont télétravaillables ou pas.
Au titre du contenu facultatif, peuvent également être prévus le nombre de jours maximum qui va être télétravaillé, le formalisme de l'attente du salarié, les types d'adaptation ou de réversibilité, ou encore tout ce qui est relatif à l'équipement, à la santé et à la sécurité. Excusez-moi, Luc, est-ce que c'est possible de couper les autres micros C'est une personne qui vient d'arriver, qui n'a pas coupé son micro, donc je les coupe de suite. Merci bien. Merci. Ouais, si c'est possible de couper le micro. Ouais. Donc, la troisième modalité pour recourir au télétravail, donc en l'absence d'accord collectif ou de charte, c'est un accord entre les parties, on nous dit par tout moyen. Donc, à ce niveau-là, le Code du travail est relativement simple puisqu'il prévoit un accord par tout moyen sans autre modalité. Luc, tu peux pas le faire toi-même, couper les micros? Si, j'essaye, mais... Permet de fixer, il vient d'arriver. Alors, ce que je vais faire, je vais juste couper tous les micros à nouveau. C'est Stéphanie M qui vient d'arriver. C'est Monsieur Dali qui a son micro qui fonctionne. Alors. J'essaye, je suis désolé. Voilà, demandez, c'est bon. Il est coupé. Je coupe le mien également. Désolé. Je continue. Donc, lorsqu'effectivement il est mis en place en l'absence d'accord collectif ou de charte, donc le télétravail, ça peut être un simple accord entre l'employeur et le salarié. Là, le Code du travail n'exige aucun formalisme particulier, même si effectivement en pratique, c'est quand même mieux de recourir à un avenant au contrat de travail pour formaliser un certain nombre de choses. Et à cet égard, l'ANI de 2005 prévoyait dans son article 2 un certain nombre d'informations dont devait disposer le salarié. On va dire que l'ANI du 26 novembre 2020 va venir annuler et remplacer cet article 2 sans grand changement, mais on voit effectivement dans l'article 2.3.2 ainsi que l'article 3.1.4, l'ANI prévoit un certain nombre de mentions et notamment d'informations dont le salarié doit disposer lorsqu'il est mis en place le télétravail. Donc, ce qu'il faut bien noter, c'est que normalement, en cas de recours au télétravail par la voie d'un accord collectif ou de la charte, par principe, il n'avait pas d'obligation de recourir à un avenant au contrat de travail de façon obligatoire. En revanche, l'ANI de juillet 2005 prévoyait que ce contrat de travail ou cet avenant restait obligatoire pour les entreprises qui étaient soumises à l'ANI 2005. Cette mention n'est pas reprise par l'ANI du 26 novembre 2020 qui n'impose plus effectivement de recourir à un avenant au contrat de travail lorsque le télétravail est mis en place dans l'entreprise par accord collectif ou par charte. Il faut également savoir qu'en termes de consultation du CSE, l'article 2312-8 grand 3 du Code du travail prévoit normalement une information consultation préalable du CSE avant la mise en place du télétravail dans l'entreprise au titre de les questions qui intéressent la marge générale et les conditions d'emploi. Alors, il y a une exception, comme on le verra, prévue avec l'article 1222-11, lorsque l'employeur peut recourir au télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment ce qui est le cas avec la crise sanitaire, où là, à ce moment-là, il doit avoir une information immédiate du CSE et la consultation doit intervenir dans les meilleurs délais. Également, il doit avoir une consultation annuelle du CSE sur la mise en place et les modalités d'exécution du télétravail dans l'entreprise en application de la consultation annuelle sur la politique sociale et conditions de travail prévue donc à l'article 2312-19 du Code du travail. Donc, la mise en œuvre du télétravail au titre du régime général. Donc, c'est le principe, on va dire, le principe du double volontariat, puisque, effectivement, l'employeur ne peut pas imposer à un salarié de passer en télétravail.
le refus du salarié ne serait pas un motif disciplinaire, un motif de rupture du contrat de travail, puisqu'au bout du compte, on modifie son contrat de travail, c'est une immixtion dans sa vie privée. Donc, le salarié est en droit de refuser le recours au télétravail qui serait demandé par l'employeur. À l'inverse, le salarié ne peut pas non plus imposer à son employeur de recourir au télétravail, sauf dans 2 hypothèses. Donc, soit si vous avez un accord collectif ou une charte qui va définir expressément les fonctions et les tâches qui sont télétravaillables. Et à ce moment-là, si le poste est éligible au télétravail, l'employeur qui refuserait un salarié qui ferait une telle demande devrait justifier son refus de manière objective et non discriminatoire et veiller à ne pas porter atteinte au principe d'égalité de traitement. Et notamment, ce refus pourrait être, par exemple, une impossibilité technique, le coût technique du transfert des postes informatiques ou encore un risque de désorganisation de l'entreprise ou un impératif de sécurité. Et le deuxième cas où l'employeur doit motiver son refus, là, qu'il y ait ou non un accord collectif ou une charte qui mette en place le télétravail dans l'entreprise, c'est lorsque la demande de passage au télétravail émane d'un salarié handicapé ou d'un proche aidant. Sachant que sur ce point, l'ANI du 26 novembre 2020 préconise à ce que l'employeur motive dans tous les cas lorsqu'il viendrait à refuser une demande de salarié qui passerait au télétravail. Donc, l'exception, on va dire, à ce principe de volontariat, c'est l'article 1222-11 du Code du travail qui prévoit effectivement en cas de circonstances exceptionnelles telle une menace d'épidémie ou en cas de force majeure où là, l'employeur pour assurer la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, va pouvoir imposer le recours au télétravail à ses salariés. Ça constituera un simple aménagement de son poste de travail qu'il ne pourra refuser. Donc, on va faire un petit point particulier sur la mise en œuvre du télétravail donc, pendant le contexte de la crise sanitaire, puisque effectivement, on rentre dans un cas de l'article L1222-11 qui permet à l'employeur donc de recourir au télétravail sans l'accord du salarié. Et donc, les instructions DGT du 3 novembre 2020 et le protocole qui avait été actualisé au 29 octobre 2020 prévoyaient que depuis en fait, le 30 octobre, toutes les activités et tous les salariés dont les activités et les tâches sont télétravaillables doivent être en télétravail à 100%. Et donc, si jamais il y a les questions-réponses du gouvernement nous indiquent que s'il y a une demande expresse d'un salarié qui s'estime vraiment isolé, à ce moment-là, avec une demande expresse de sa part, on peut accepter qu'il revienne un jour dans la semaine au lieu de travail pour pouvoir travailler. Mais autrement, du moment que le temps de travail peut être fait à 100% chez soi, ça doit être le cas, puisqu'il faut bien comprendre que c'est une façon de prémunir contre la Covid-19 et donc d'éviter aussi une mesure du confinement. Donc, c'est des dispositions qui doivent être respectées par les employeurs. Il faut bien comprendre que ce soit l'instruction DGT ou le protocole sanitaire, ce n'est pas un texte légal, ce n'a pas non plus de valeur réglementaire. Un arrêt du Conseil d'État donc du 19 octobre 2020 nous l'a précisé. En revanche, il faut bien comprendre que l'employeur risque, surtout s'il y a des cas de Covid qui sont des cas de contact dans l'entreprise, risque de voir sa responsabilité engagée puisqu'il doit veiller, il a une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés. Et donc, la question-réponse du 9 novembre 2020 prévoit effectivement une méthode pour qu'on détermine quelles activités sont télétravaillables ou pas. Et donc, l'employeur, on nous dit, peut et doit faire une méthode en 3 points. Tout d'abord, va lister les principales activités pour chaque fonction et métier. Après, il va évaluer les freins et les difficultés pour mettre en œuvre le télétravail dans chacune de ces activités, que ce soit pour l'entreprise, le client ou pour le salarié. Et enfin, identifier des moyens et des conditions pour lever ces difficultés. Ce qu'il faut bien constater, c'est qu'on note dernièrement
un recul du recours au télétravail. Et c'est pour ça qu'une instruction DGT du 3 février 2020 est venue rappeler que la règle, c'est 100% du télétravail, du temps de travail en télétravail pour les activités où c'est possible. Et il va avoir un contrôle accentué par l'inspection du travail qui va appeler les entreprises, qui va se rendre dans les entreprises pour vérifier effectivement si elles ont mis 100% de leurs salariés en télétravail. Si tel n'est pas le cas, vérifier que les conditions soient bien remplies. Si jamais un salarié demande pour rompre l'isolement de revenir travailler un jour par semaine, s'il y a bien une demande express dans sa part. Donc, il va vraiment avoir des contrôles accrus avec au bout, effectivement, si des irrégularités sont constatées, des mises en demeure avec des infractions relevées et notamment peut-être aussi des référés judiciaires pour imposer aux employeurs et aux entreprises de mettre en place le télétravail à 100%. Sont notamment visés plus particulièrement des domaines où on a constaté un relâchement du télétravail. Ça concerne notamment la banque, l'assurance, la communication, toutes les activités immobilières et juridiques, où là, il doit y avoir un nouveau point qui est fait par Madame Elisabeth Borne et donc les partenaires sociaux le 22 février. Donc, l'objectif étant de baisser le nombre de salariés qui ne télétravaillent pas alors que leur activité leur permettrait, d'augmenter le nombre de jours télétravaillés pour ceux qui sont déjà en télétravail et également améliorer le taux de recours au télétravail pour les TPE et PME. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Charlotte Iltis qui va vous expliquer le statut du télétravailleur et donc ses conditions de travail. Juste entre-temps, j'en profite pour glisser une question. Du coup, peut-être que vous y répondrez tout à l'heure. Alors, on anticipe peut-être un petit peu. On me pose une question sur qu'est-ce qu'il en est de l'équipement utilisé lorsqu'on se trouve en télétravail. Est-ce que l'employeur se doit du coup de fournir par exemple un ordinateur portable, sachant que du coup la crise qui réduit un petit peu les budgets des entreprises risque de peut-être freiner parfois la mise en place du télétravail s'il faut s'équiper en conséquence. Moi, je vais vous parler du statut du télétravailleur et notamment de leurs conditions de travail. Donc, ce qu'il faut déjà avoir bien en tête, c'est que le télétravailleur va avoir exactement les mêmes droits et obligations d'ailleurs que le salarié qui travaille dans les locaux de l'entreprise. C'est l'article L 1222-9 du Code du travail qui nous le rappelle. C'est tout simplement l'application du principe d'égalité de traitement. Donc, accès aux mêmes avantages légaux et conventionnels, c'est-à-dire égalité de rémunération, même droit à la formation, même possibilité de déroulement de carrière, même droit aux entretiens professionnels, aux politiques d'évaluation, bien évidemment, même protection sociale, même couverture sociale. Également, au niveau des droits collectifs, un accès identique par rapport aux salariés en présentiel, aux informations syndicales présentes dans l'entreprise, aux activités sociales et culturelles. Et j'en profite à ce stade pour faire un petit focus sur les tickets restaurants, puisque c'est des questions qui nous sont pendant pas très fréquemment posées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ticket restaurant, le télétravailleur, même s'il est en télétravail à 100%, va y avoir droit. Le gouvernement, dans une de ses questions-réponses, l'a rappelé, puisque ticket restaurant n'est pas issu d'une obligation légale. C'est bien un avantage qui est attribué aux salariés par l'employeur et donc en application du principe d'égalité de traitement, le télétravailleur y aura droit à condition bien sûr que les temps de repas soient compris dans son horaire journalier de travail. Donc voilà, quand bien même il n'a pas à se restaurer en dehors de son domicile, il aura droit au ticket restaurant. En revanche, il va en être différemment, par exemple, pour la prise en charge des frais de transport. Vous savez que l'employeur a une obligation légale à hauteur de 50% de prendre en charge ces frais. Si le télétravailleur est à 100% en télétravail et qu'il a pu suspendre son abonnement, donc si on est par exemple dans le cadre d'un abonnement mensuel, l'employeur n'aura pas à prendre en charge 50% de ces types de transport puisque par nature, le télétravailleur ne se déplacera pas. En revanche, à partir du moment où le salarié doit se rendre dans l'entreprise, même si c'est qu'une ou deux fois dans le mois et qu'il s'est acquitté de son abonnement qui n'a pas pu être proratisé, là, l'employeur devra prendre en charge 50% des frais. On parle également juste, du coup, j'en profite, on parle juste des salariés ou est-ce que les alternants et stagiaires sont également soumis au télétravail et au droit du télétravail comme un salarié classique? Disons que les alternants et stagiaires, par nature, en tout cas sur les alternants, il y a quand même une obligation quelque part de formation pour que l'alternant puisse être encadré. Donc, ça fait partie, le télétravail pourrait être mis en place ici prête, mais ça fait partie des cas où il me semble qu'il y avait eu
je ne sais plus si c'était des précisions. Ils sont soumis au télétravail. Après, les stagiaires en soi ne sont pas salariés, donc ils ne sont pas soumis aux dispositions sur le télétravail. Mais les alternants peuvent l'être. Après, voilà, c'est en fonction. Il faut bien quand même avoir en tête qu'il y a une formation pour ces alternants et que peut-être, en tout cas, prévoir quelques temps de présentiel en entreprise peut être bien pour leur formation. En tout cas, ça peut être un argument qui est opposé si on souhaite que l'alternant, en tout cas, puisse se rendre en entreprise. Mais effectivement, comme le disait Marion, stagiaire, on n'est pas sur un statut de salarié, donc c'est totalement, ils sont exclus du dispositif. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Si, nous, du coup, moi, j'ai un alternant qui travaille avec moi. Alors, j'espère qu'on n'est pas dans dans l'illégalité, mais du coup, j'ai, entre guillemets, des dérogations par rapport à mes collègues où finalement, on peut venir un peu plus régulièrement sur site, justement, parce qu'on a une obligation de formation auprès de cet alternant. Donc, du coup, il y a télétravail, mais on essaie de ne pas faire du 100% télétravail, quoi, du coup. Non, mais c'est la bonne démarche parce que voilà, faut pas quand même oublier. Enfin, un alternant n'est pas là pour faire un travail de salarié à 100%. Et c'est vrai que le fait non plus de pas, pouvoir bénéficier en tout cas, du retour d'expérience de son manager. Enfin, en tout cas, c'est, voilà, à partir du moment où après les gestes barrières sont respectés, toutes les mesures sont mises en place pour éviter, au maximum. Le contact, tout ça, ça peut s'entendre qu'il y ait… Après, si on peut mettre une partie de télétravail, c'est bien aussi, ça montre aussi que l'entreprise, en tout cas, essaye de faire au mieux. Donc, je vous propose de poursuivre après sur les obligations spécifiques de l'employeur vis-à-vis du télétravailleur. Donc, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail, et c'est le Code du travail qui le rappelle, d'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions. Donc, par exemple, ça va être les restrictions qui sont données par rapport à l'utilisation d'Internet, ne pas aller visiter des sites ou télécharger des contenus illicites, etc. Donc, l'employeur a une information par rapport à ça à faire aux salariés. Il doit également donner priorité aux télétravailleurs pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature qui serait vacant dans l'entreprise, puisque le télétravailleur a vraiment une priorité sur le retour sur un poste en présentiel, en tout cas s'il le souhaite. Et également, l'employeur a une obligation d'organiser chaque année, j'y reviendrai un peu plus tard en détail, un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et la charge de travail du télétravailleur. Donc, simplement pour changer de slide. C'est monter la main. Hop. Ça change de slide sur vos écrans? Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est à cause de la batterie qui est trop faible? Non? Ça change pas. Ça y est. Il y avait un petit bug du clavier. Donc, je vais vous parler maintenant de la prise en charge et je répondrai du coup à la question qui nous a été posée, la prise en charge des frais du télétravailleur. Donc, sur ce point, il faut savoir qu'avant l'ordonnance du 22 septembre 2017, on avait expressément un article dans le Code du travail, c'était L 1222-10, qui prévoyait, donc expressément, on avait une source légale, la prise en charge des coûts liés au télétravail. Des coûts engendrés par le télétravail. Cette disposition a été supprimée par l'ordonnance du 22 septembre 2017 et on n'a plus aucune référence dans le Code du travail à la prise en charge de ces frais. Toutefois, cela ne veut absolument pas dire, contrairement à ce que certains ont pu penser à un moment donné, que l'employeur est dispensé de toute obligation en la matière, puisque subsiste toujours l'ANI du 19 juillet 2005 qui, lui, prévoit expressément que l'employeur doit prendre en charge tous les frais directement engendrés par le télétravail et en particulier ceux liés aux communications. L'ANI de novembre 2020 rappelle également cette obligation et prévoit que l'employeur doit prendre en charge les frais liés les surcoûts engagés entraînés par le télétravail après validation de sa part.
Et également, on a la jurisprudence qui, d'une manière générale et sans restriction, prévoit de manière constante que tout surcoût qui serait généré par le télétravail doit être pris en charge par l'employeur. Au-delà de ça, on le voit concrètement dans la plupart du temps, quand le télétravail a été mis en place par accord collectif ou par charte, on a en principe toute une partie qui prévoit justement les modalités de prise en charge des frais exposés par le télétravailleur pour le télétravail. Donc, voilà, on a plusieurs sources qui, de toute façon, font que l'employeur va prendre en charge ses frais. Concrètement, que représentent ces frais? On peut avoir plus rarement, mais ça arrive, des assurances à souscrire, c'est-à-dire que le télétravailleur a une assurance habitation, doit déclarer, normalement, on doit déclarer si on utilise une partie de son domicile aux fins de travail, donc télétravail, de déclarer à son assurance. En principe, c'est contenu dans les contrats d'assurance et ça ne génère pas forcément de surcoût, mais il peut arriver qu'il y ait un surplus qui soit prévu. Dans ces conditions, bien évidemment, l'employeur va le prendre en charge. Également, tout ce qui est équipement de travail. Donc, le principe en théorie, et je pense que je vais répondre à la question qui nous a été posée, c'est que l'employeur doit, dans la mesure du possible, fournir lui-même les équipements pour que le télétravail soit exercé dans des bonnes conditions. Néanmoins, il peut arriver en cas d'impossibilité d'entreprise, et notamment si, par exemple, à l'instant T, le budget va être trop serré pour pouvoir équiper tous les salariés en télétravail d'équipements informatiques, il peut être prévu que le travailleur utilisera son propre matériel. Alors, bien sûr, si tant est que le travailleur en question est un ordinateur portable, parce que s'il ne l'a pas et que l'entreprise ne peut pas l'équiper, par nature, le télétravail ne va pas être possible à mettre en œuvre. Alors, c'est vrai que dans notre contexte actuel où on nous incite beaucoup au télétravail, voilà, après, il faut peser le pour et le contre par rapport à l'équipement à investir pour pouvoir exercer le télétravail, ou alors s'en passer et prendre dans ces conditions toutes les dispositions pour que le travail puisse être effectué dans le respect des gestes barrières et des mesures préconisées. Après, si le salarié utilise son équipement, en revanche, l'employeur devra dans tous les cas prendre en charge tout ce qui est frais d'adaptation. Donc, s'il y a des logiciels à installer sur l'ordinateur, s'il y a effectivement de l'entretien, l'ordinateur qui va tomber en panne, s'il faut le faire, pas réviser, mais réparer, en tout cas, ça peut être à la charge de l'employeur. Et bien évidemment, tout ce qui est consommable si le salarié utilise sa propre imprimante, donc fourniture de papier, de cartouches d'encre, remboursement en tout cas aux salariés des frais engagés pour s'équiper. Alors, le remboursement, il peut prendre deux formes. Il peut être soit, et c'est ce qui est le plus sécurisant, entre guillemets, au réel, c'est-à-dire que le salarié va fournir les justificatifs et l'employeur va rembourser sur justificatif. Dans ces conditions, il n'y aura pas de difficulté en cas de contrôle URSSAF. Les sommes seront totalement exonérées de cotisations. L'employeur peut également, pour un souci de simplification, décider de prendre en charge les frais sous forme forfaitaire. Donc, ce qu'il faut simplement savoir sur la prise en charge forfaitaire, c'est que l'allocation forfaitaire qui est versée par l'employeur sera réputée utilisée conformément à son objet et donc exonérée de contributions sociales dans la limite de 10 € par mois pour un salarié qui effectue une journée de télétravail par semaine, 20 € pour 2 journées de télétravail par semaine, 30 € pour 3, 40 € pour 4, etc. Au-delà, la somme sera soumise à cotisation. Étant précisé qu'il s'agit simplement d'une tolérance de l'URSSAF, donc il ne devrait pas y avoir de difficulté en cas de contrôle URSSAF. En revanche, la tolérance URSSAF ne lie pas les tribunaux en cas de contentieux, donc il faut simplement le savoir. Et petite précision que l'URSSAF nous a communiqué, communique en tout cas sur son site très récemment, puisque c'est une actualité du 29 janvier 2021, l'URSSAF est venue expliquer sur son site que si l'allocation forfaitaire était prévue par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe, elle était là encore réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des montants prévus par cet accord. Donc, une convention collective de branche. Donc, dans ces conditions, on n'a pas la limite, des limites dont je vous parlais il y a quelques secondes de 10 € pour un jour de télétravail par semaine, 20 € pour 2, 30 € pour 3. Mais simplement, voilà, il faut que l'allocation forfaitaire soit prévue uniquement par une convention collective de branche, un accord professionnel ou interprofessionnel ou un accord de groupe. Donc, ça ne vise pas les allocations forfaitaires qui seraient prévues par accord d'entreprise. Malheureusement, cette tolérance n'est pas étendue aux sommes prévues par l'accord d'entreprise. On n'a pas de visibilité pour voir si est-ce que c'est un oubli ou pas, que les accords d'entreprise n'aient pas été visés alors qu'en plus les accords de groupe.
Donc, peut-être que l'URSSAF le précisera. En attendant, nous, on ne peut que préconiser de ne pas considérer que ça s'applique à l'accord d'entreprise, puisque c'est vrai que ça paraît surprenant que ce soit volontaire, puisque pourquoi l'accord de groupe, on pourrait, puisque c'est finalement aussi un accord interne et pas l'accord d'entreprise, puisque la tolérance vise bien l'accord de groupe. On peut se poser la question, mais voilà. En tout cas, si c'est un oubli, ça devrait être rectifié prochainement. Et là, on est le 18 février, on n'a toujours pas de nouvelles. Donc, à voir dans l'attente, la prudence est de mise. Donc, après, également, peuvent être pris en charge par l'employeur tout ce qui est frais d'électricité, Internet, dépenses de chauffage, mais à condition qu'il y ait un surcoût qui soit représenté par le télétravail. C'est-à-dire que si votre salarié a un abonnement Internet qui est limité et qui ne va pas lui coûter plus cher qu'il soit en télétravail ou pas, là, l'employeur n'a pas à prendre ni au prorata, ni en totalité cet abonnement Internet. En revanche, la question peut se poser pour effectivement les frais d'électricité de chauffage, puisque le salarié va peut-être être présent à son domicile toute la journée alors qu'il n'était pas en temps normal, ce qui pourrait engendrer un surcoût. Donc là encore, sur justificatif, ça paraît délicat dans cette situation. C'est pour ça que l'indemnité forfaitaire peut trouver son avantage pour ce cas de figure. Alors, je ne sais pas après si j'ai répondu à la question de la personne sur l'équipement de travail. Voilà, pour nous, il n'y a pas une obligation en synthèse pour l'employeur de forcément équiper le salarié, même si la priorité est normalement donnée à l'équipement. Mais maintenant, la possibilité d'utiliser le matériel personnel est tout à fait possible, à condition de prendre en charge, comme je le disais, les frais d'entretien, d'adaptation, s'il faut installer des logiciels antivirus, etc. Après, si le salarié n'est pas équipé personnellement, ça, c'est après un autre sujet. Donc, on reste dans la prise en charge de mobilier. Vous avez bien répondu à la question, en tout cas, d'Aurélia. Est-ce que, du coup, l'entreprise peut prendre en charge du mobilier ? Ça dépend, en fait, c'est aux salariés. En fait, comme l'ANI de novembre 2020 nous dit que l'employeur doit prendre en charge les frais après validation, je crois que c'est comme ça que c'est formulé, après validation de la part de l'employeur. Après, c'est une discussion entre l'employeur et le salarié, c'est-à-dire que, par exemple, une chaise de bureau, à mon sens, si le salarié n'a que des chaises de table chez lui et que il ne veut pas se casser le dos toute la journée et qu'il va souhaiter avoir, pour des raisons ergonomiques, un siège de bureau comme il l'a au travail, à mon sens, l'employeur peut difficilement opposer un refus au prétexte qu'il a déjà des chaises chez lui, puisqu'après, c'est aussi l'obligation de sécurité de l'employeur qui doit s'assurer que le poste de travail du salarié est ergonomique. Maintenant, après, si c'est refaire sa décoration d'intérieur en achetant des meubles design juste pour poser une imprimante, alors qu'il pourrait y avoir des meubles chez Ikea. Après, ce que je veux dire, c'est que c'est un accord entre l'employeur et le salarié, où le salarié va soumettre j'ai besoin de ça pour m'équiper, l'employeur va accepter ou refuser ou proposer sinon un autre mobilier. Mais oui, en théorie, si le salarié n'a pas de chaise de bureau, n'a pas de bureau tout simplement pour travailler, est obligé de travailler sur sa table de cuisine, ça peut être des points qui, à mon sens, doivent être pris en charge, des postes des coûts qui doivent être assumés par l'employeur, pour qu'en tout cas le salarié soit bien équipé et puisse travailler dans des conditions comme il le travaillerait au bureau. Mais il faut bien qu'il y ait un accord avant d'investir quand même. En théorie, c'est comme ça, surtout que l'ANI nous le dit vraiment. L'employeur prend en charge tous les frais après validation de sa part. Donc, en tout cas, si le salarié prend l'initiative de dépenser, à mon sens, des frais sans avoir obtenu l'aval de l'employeur, après, ça pourra se résoudre devant le conseil de prud'homme s'il y a un sujet sur ça, et c'est les juges qui trancheront de la nécessité ou pas. Mais bon, on nous dit quand même que le texte est après validation de l'employeur, donc il pourrait être reproché à un salarié qui a pris l'initiative de s'équiper de lui-même de ne pas avoir recueilli l'accord de son employeur. Très bien. Est-ce qu'il existe du coup des aides financières dans la période de crise ou pas forcément, du coup, s'il y a besoin justement d'équiper les salariés, ou c'est pas quelque chose qui existe ? Moi, j'en ai pas entendu parler. J'ai entendu pas mal d'aides sur la présence dans l'entreprise par rapport aux équipements, sur les plaques de plexiglas, tout ça à un moment donné, mais sur en tout cas l'équipement du poste à domicile en télétravail, pas à ma connaissance. Je ne sais pas, Marion, si… Donc, sur l'indemnité d'occupation du domicile, donc, comme je le disais, c'est une indemnité qui est prévue par la jurisprudence et qui vise, alors ce n'est pas un remboursement de frais, c'est vraiment une indemnité d'ailleurs qui est soumise à cotisation en tant que telle, comme une rémunération, qui est versée pour compenser l'utilisation du domicile du salarié à des fins professionnelles. Donc, les conditions pour qu'elle soit due, c'est que le télétravail soit à la demande de l'employeur et qu'aucun local ne soit mis à disposition
du salarié dans l'entreprise. Donc, vous voyez, pour rebondir un petit peu sur cette indemnité, une indemnité comme ça, qui est versée quelque part, ça peut aussi peut-être permettre de venir compenser des avantages que le salarié n'aurait plus en étant dans l'entreprise. Donc, sur son montant, on n'a aucune précision qui nous est donnée puisque c'est une création jurisprudentielle. Hein. Simplement, on a des limites qui ont été posées par la jurisprudence, à savoir que cette indemnité ne peut pas être différente entre temps plein et temps partiel, entre télétravailleurs à temps plein et temps partiel. On n'a pas à la proratiser. Ça va être la même pour tous. En revanche, elle peut être modulée en fonction de l'espace occupé par les équipements professionnels et selon si cet équipement est ou non en permanence au domicile du salarié ou pas. Donc, entre différents salariés, on peut avoir une différence qui est expliquée par ces critères, modulée en tout cas, selon ces critères. Une question qui a pu se poser pendant le confinement et notamment le premier confinement, c'est une question qui nous est souvent revenue, c'était de savoir est-ce que cette indemnité doit être versée par l'employeur, alors même qu'effectivement le télétravail est dans ce cas-là imposé par l'employeur puisqu'on était dans la période de crise sanitaire et surtout le premier confinement avec vraiment un confinement de la population et surtout que du coup le salarié n'avait pas accès à un local professionnel dans l'entreprise, donc les deux conditions pour pouvoir finalement prétendre à cette indemnité. À notre sens, nous pensons en tout cas qu'il peut être défendu que cette indemnité n'avait pas à être due dans la mesure où ce n'est pas un choix ou une demande de l'employeur que de mettre le salarié en télétravail et surtout de lui interdire l'accès à un local professionnel dans l'entreprise, mais bien une décision qui est appliquée suite à des recommandations, en tout cas des décisions du gouvernement qui avaient imposé un confinement de la population. En tout cas, pour le premier confinement, la question se posait vraiment et à notre sens, l'employeur n'avait pas forcément pouvait soutenir en tout cas qu'il n'avait pas à verser cette indemnité puisqu'il n'était pas à l'origine de la mise en place du télétravail dans ces conditions. Donc, quelques mots et j'en terminerai par là sur le contrôle du temps et de la charge de travail du télétravailleur. Donc, comme je le disais au début de ma présentation, vous vous souvenez que le télétravailleur a exactement les mêmes droits que les salariés qui travaillent en présentiel dans l'entreprise et cela concerne également la réglementation du travail. Donc, exactement les mêmes droits en termes de repos, de durée maximale du travail, de pause à prendre, etc. L'employeur se doit et est responsable et garant du respect de la réglementation du travail et également du droit à la déconnexion de ses salariés et du respect de leur vie privée, ce qui peut s'avérer plus délicat avec effectivement un salarié qui est en télétravail qu'un salarié qui est en présentiel où on peut plus facilement avoir des moyens de contrôle sur son activité. Donc, concrètement, l'article L1222-9 du Code du travail prévoit expressément que des plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié doivent être fixées dans l'accord collectif ou dans la charte mettant en place le télétravail. Et à défaut d'accord collectif ou de charte, elles peuvent être fixées. Nous vous préconisons de le faire dans ce cas-là, dans le contrat de travail ou l'avenant mettant en place le télétravail pour que justement on puisse avoir quelque part des limites qui sont posées par rapport à cette problématique de respect de la vie privée. Également, l'ANI de novembre 2020 rappelle que doivent être en cohérence, que ces plages de travail dans lesquelles on peut joindre le salarié en télétravail doivent être en cohérence avec l'horaire de travail qui est appliqué dans l'entreprise. Également, l'employeur doit veiller à mettre en place, pour s'assurer du respect de la réglementation du travail, des modalités de contrôle du temps de travail qui peuvent être, elles aussi, prévues dans l'accord collectif ou la charte mettant en place le télétravail. Quelles modalités concrètement s'offrent à l'employeur pour pouvoir justement contrôler le temps de travail du télétravailleur? On a classiquement le système autodéclaratif qui va consister pour le télétravailleur à tout simplement indiquer ses heures de prise de poste, de fin de poste, les pauses qu'il a pris dans la journée et envoyer à intervalles réguliers soit tous les jours, soit une fois par semaine en tout cas, c'est des comptes à son employeur pour que celui-ci puisse, en cas d'anomalie, le manager en tout cas, prendre contact avec le télétravailleur pour lui rappeler également, lui, à ses obligations de veiller au respect des durées maximales de travail. On peut avoir également un logiciel de pointage sur l'ordinateur qui est mis en place pour pouvoir recueillir les heures de connexion, en tout cas en début de journée, en fin de journée, et de déconnexion pendant les pauses du télétravailleur, ou alors des systèmes de contrôle à distance un petit peu plus poussés
Je vais y revenir, mais sachant dans ce cas-là qu'il faut toujours bien avoir en tête que le moyen doit être proportionné à l'objectif poursuivi, que le salarié doit être informé au préalable du moyen de contrôle qui est mis en place et qui permet de contrôler son temps de travail, et bien évidemment associer le CSE à la mise en place d'un tel système de contrôle puisqu'il devra être informé et consulté sur ce point. Cela conditionne la validité en plus voilà, du système de contrôle qui est mis en place, donc bien respecter ces règles, étant précisé que la CNIL, encore récemment dans des questions-réponses du 12 novembre 2020, est venue rappeler que attention à ne pas exercer un contrôle permanent de l'activité du salarié. Hein. Ça, il faut vraiment toujours avoir en tête qu'il faut que ça reste proportionné à l'objectif poursuivi. Donc, par exemple, la CNIL, dans ses questions-réponses, donne des exemples de ce qui ne saurait respecter ce principe de proportionnalité. Donc, par exemple, le partage permanent de l'écran du télétravailleur avec son manager ou les actions permettant l'enregistrement à distance de toutes les actions accomplies par le télétravailleur sur son ordinateur. Également, une surveillance constante au moyen de dispositifs vidéo, webcam ou audio en continu est à proscrire. De même que donner, par exemple, l'obligation aux télétravailleurs d'effectuer des actions régulières, par exemple taper X fois sur son clavier toutes les X minutes pour s'assurer qu'il est bien derrière son écran. Enfin, tout ça, selon la CNIL, est totalement disproportionné par rapport au but poursuivi qui est simplement de pouvoir contrôler que le salarié ne dépasse pas les temps de travail par rapport à la durée légale de travail. Donc également, la CNIL nous précise dans ses questions-réponses que tout ce qui est visioconférence et réunion en visio, le salarié a le droit en tout cas de s'y opposer au nom du respect de sa vie privée par rapport au fait qu'il pourrait y avoir d'autres personnes à son domicile, notamment d'autres télétravailleurs ou les enfants, et que finalement ce télétravail, en tout cas en période de confinement, lui est un peu imposé. Donc voilà, des réunions en audio, en tout cas si le salarié refuse la visio, devrait pouvoir suffire. On ne pourrait pas en tout cas obliger ou sanctionner un salarié qui refuserait en tout cas d'activer sa caméra pour la réunion en visioconférence. J'en terminerai rapidement sur la charge de travail du salarié qui doit être équivalente à celle d'un salarié travaillant dans les locaux d'entreprise. La régulation de cette charge de travail peut être prévue, là encore, dans l'accord collectif ou la charte instaurant le télétravail. Et pour pouvoir s'assurer de cette charge de travail, l'employeur a une obligation qui est reprise par le Code du travail, qui lui impose de réaliser un entretien annuel avec le salarié télétravailleur sur les conditions d'activité et sa charge de travail, étant précisé que cet entretien est un entretien à part entière, c'est-à-dire qu'il doit être bien différencié. On ne vous préconise pas en tout cas de mélanger avec l'entretien annuel d'évaluation. C'est vraiment un entretien dont l'objet est d'aborder la durée de travail, la charge de travail du télétravailleur, la protection de sa santé, l'articulation entre sa vie professionnelle et personnelle qui peut être assez particulière compte tenu du contexte, et surtout aborder et pouvoir détecter, en tout cas s'il se présente, le risque d'isolement du télétravailleur qui pourra avoir un impact sur sa santé. Donc voilà, un entretien vraiment à part entière que l'employeur se doit de réaliser chaque année. Voilà, j'en ai terminé en tout cas sur les points essentiels que nous souhaitions vous développer pour que vous ayez une vision en tout cas globale des aspects juridiques du télétravail. Nous restons maintenant, bien sûr, à votre disposition avec Marion pour répondre à toutes vos questions un petit peu plus particulières ou spécifiques sur ce sujet.